Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir quelque chose qui est très important dans le travail de la mobilité et du mouvement, à savoir les fascias. Donc dans cette vidéo, on va définir ce que sont les fascias, on va voir leur composition et on va étudier leur rôle. Vous êtes prêts? On y va. Si vous avez regardé mes autres vidéos et que vous suivez mon travail d'une manière générale, vous savez que j'aime bien commencer par une petite étymologie et une définition des sujets que j'aborde. Donc au niveau de l'étymologie, fascia ça veut dire bande en latin. Et pour ce qui est de la définition, je l'ai pas inventé, je suis allé prendre celle du Congrès international de recherche sur les fascias. Pour pas faire une grosse définition monobloc, je l'ai séparé en deux parties et je vais un petit peu expliquer chaque partie. Donc la première partie, c'est que le fascia est un tissu conjonctif omniprésent dans le corps humain. Il forme une matrice qui sert de support à tout l'organisme. Donc concrètement, un tissu conjonctif, c'est un tissu qui distingue les différentes structures de l'organisme. Et quand on parle de distinction soit d'échelle, soit de type de tissu. Par exemple, les muscles et les organes vont être des tissus différents, mais ils vont être tous compartimentés par des fascias. Et justement, la seconde partie de la définition, elle aborde ce concept de tissus différents. Les fascias interpénètrent et entourent tous les organes, les muscles, les os et les fibres nerveuses. La première fonction des fascias est donc d'assurer la continuité tissulaire au sein de l'organisme. Ils forment un organe à part entière qui relie toutes les parties du corps. Ce qui est intéressant dans cette deuxième partie, c'est que on va avoir des tissus différents, mais il va quand même y avoir une continuité. Et en fait, cette approche, elle permet toutes les interprétations. En anatomie, on considère que le corps humain a plus de 600 muscles. Certaines personnes qui étudient les fascias pensent qu'en fait, il y a un seul muscle qui est divisé en plus de 600 unités par les fascias. Alors avant que vous sautiez au plafond dans cette conception, en fait ce que ça veut dire, c'est pas juste qu'on a un seul muscle au sens on peut faire un ou deux ou trois mouvements. Ce que ça veut dire c'est qu'en fait il faudrait plus, d'après ces personnes, raisonner sur 600 muscles différents, mais plutôt sur un seul et même ensemble de muscles. On raisonne plus sur une échelle d'interaction, c'est-à-dire que tout est lié. Là c'est vraiment ce qu'on appelle une approche holistique, une approche globale. Pour rester très terre à terre et avoir un exemple vraiment très pratique de ce que c'est que les fascias, quand vous mangez de la viande, par exemple de la viande blanche, c'est l'espèce de filament blanchâtre qui entoure la viande, espèce de film un peu translucide. Si on fait le parallèle avec un muscle humain, en fait ce qui va se passer c'est que le fascia va entourer la fibre musculaire, le groupe de fibres va être lui-même entouré par un fascia, donc ça va être un faisceau ou fascicule, et le groupe de faisceaux ou fascicules va donner un muscle. Donc on va se retrouver avec du fascia qui entoure la fibre, du fascia qui entoure le faisceau et du fascia qui entoure le muscle, à la manière un peu de poupée russe. On va retrouver cette composante de différentes échelles. Pourquoi c'est important? Parce que ça va permettre de faire la distinction entre un fascia qui va être plutôt profond et un fascia superficiel. L'intérêt de faire la distinction entre fascia superficiel et fascia profond, c'est que ça va permettre un traitement adapté en fasciathérapie. C'est-à-dire que si je vais vouloir aller travailler le fascia à la main, le fascia superficiel, je vais y avoir accès assez facilement. Le fascia profond, il va me falloir d'autres techniques. Donc là, on a abordé un premier rôle des fascias, un rôle de structure, un rôle de compartimentation. Mais on va voir que les fascias, c'est pas du papier cellophane, ça n'a pas uniquement un rôle de compartimentation, ça a d'autres rôles très importants. Pour pouvoir aborder ces rôles, on va se pencher sur la composition des fascias et quelles propriétés mécaniques ça leur donne. Donc les fascias, ils sont composés de quoi? Ils sont composés d'environ 2/3 d'eau et d'éléments structuraux. Parmi ces éléments structuraux, on va retrouver le collagène, l'élastine et les protéoglycanes. Restez avec moi, ça va bien se passer. Sans rentrer dans un cours de physio ou de bioméca, le collagène, c'est une protéine structurale qui est très solide. Elle est par exemple un des composants majoritaires du tendon, quelque chose qui est censé être très solide pour transmettre la force du muscle à l'os. L'élastine, c'est une protéine structurale qui, comme son nom l'indique, donne des propriétés élastiques. En termes mécaniques, ce qu'on appelle un comportement élastique, c'est la propriété d'une structure à pouvoir être étirée et à revenir en place ensuite. Et enfin, les protéoglycanes, en fait, ce sont des glycoprotéines. On va pas commencer à partir sur des compositions chimiques, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, ce qui nous intéresse comme propriété, c'est qu'elles attirent, elles absorbent l'eau. Pourquoi c'est intéressant? Parce que finalement, ça permet à la fois de nourrir le fascia et aussi de lui permettre de garder une qualité de souplesse qui est très importante pour le rôle mécanique qu'on va voir. Pour résumer en simplifiant un peu, on va avoir le collagène qui donne la solidité, l'élastine qui donne le comportement plutôt élastique, et les protéoglycanes qui vont permettre la nutrition et donc de garder une qualité de souplesse. On a vu que le fascia avait un comportement élastique. Alors pour ceux qui touchent en bioméca, excusez-moi l'hérésie de la réduction, oui on parle de viscoélasticité parce qu'il y a des fluides au milieu et que le comportement mécanique est pas exactement le même. Mais enfin là pour expliquer ce que fait le fascia mécaniquement parlant à tout le monde, je vois pas trop l'intérêt de parler de ça. Donc cette qualité élastique, elle est intéressante parce qu'elle va permettre de stocker de l'énergie et de la restituer. Qu'est-ce qui se passe quand vous étirez un élastique? Vous mettez de la tension, quand vous le relâchez, ça repart. C'est ce qui se passe dans un saut par exemple. Instinctivement, vous n'avez pas besoin d'avoir fait des cours de biomécanique. Quand vous allez sauter, vous n'allez pas sauter directement. Vous allez vous baisser un petit peu pour prendre de l'élan et sauter. Et c'est cette propriété mécanique d'élasticité qui va vous permettre d'avoir une production de force meilleure
que si vous étiez pas baissé. Rapidement, ce qui se passe, c'est que les fascias notamment sont étirés par la descente, d'accord, le contrôle de la descente. Ce qui va se passer, c'est que vous allez charger votre élastique. Et quand vous allez vouloir remonter sur un saut, vous allez produire de la force, donc les muscles moteurs vont se contracter pour sauter, et vous allez avoir en plus ce renvoi d'énergie élastique. Donc ça va rajouter à la composante de la contraction, on parle de composante contractile, l'énergie élastique qui était stockée. Donc le tout, ça fait une plus grande production de force. Vous pouvez sauter plus haut. On a abordé le rôle structurel, on a abordé le rôle de production de force. On va voir qu'un autre rôle du fascia, ça va être d'être une source d'information sensorielle. Le fascia, c'est un tissu qui comporte beaucoup de capteurs sensoriels. On parle de récepteurs. Donc parmi ces récepteurs, on va en avoir deux types qui nous intéressent principalement. Ça va être les récepteurs de la tension, au sens de l'étirement, donc toujours liés à cette composante élastique, et des récepteurs de la douleur. Il y a des travaux récents, 2015, qui montrent que le fascia est plus riche en récepteurs de la douleur que le muscle lui-même. Et cette découverte, elle ouvre des pistes sur des choses comme la lombalgie chronique, par exemple. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui finalement ont mal, ils n'ont pas forcément de gros défauts à l'imagerie, entre guillemets. Ils se retrouvent pas avec une hernie discale, ils n'ont pas de vertèbres abîmées, on comprend pas d'où vient leur douleur, mais ils ont mal quand même. Et c'est notamment sur cette composante sensorielle que va s'appuyer la fasciathérapie. Elle regroupe un ensemble de méthodes qui visent à la réhabilitation des fascias, soit par des massages, de la thérapie manuelle d'une manière générale, soit par des mobilisations par le mouvement. Pour ce qui est des massages, on peut en faire certains soi-même. On parle d'automassage. Donc on va utiliser des rouleaux, des balles et toute une gamme d'outils en fonction de la zone qu'on veut traiter et de la pression qu'on veut y appliquer. Donc si ça vous intéresse et que vous l'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo complète sur les automassages. C'est peut-être le moment d'aller la regarder pour avoir plus de détails sur le sujet. Et l'autre solution, c'est de se faire masser par quelqu'un, idéalement un professionnel de la thérapie manuelle. Donc en France, les plus connus entre guillemets des thérapeutes manuels, ça va être les kinés et les ostéos. Pour ces professionnels, le travail sur les fascias, ça fait partie de leur stratégie de soins. Pourquoi c'est important? Parce qu'on a vu qu'il était omniprésent dans le corps et qu'il avait des rôles mécaniques. Donc par essence, si le fascia fonctionne mal, le mouvement ne peut pas bien fonctionner. C'est pour ça qu'ils vont s'appuyer notamment dessus pour une bonne réhabilitation. Et ces professionnels, ils vont s'appuyer aussi sur le mouvement, c'est-à-dire qu'on parle de thérapie manuelle pour tout ce qui va être plutôt la palpation et le massage. Il va y avoir aussi une thérapie qui peut s'appeler gestuelle. Il y a plein de méthodes qui sont basées sur des pratiques et des mobilisations différentes. Parmi ces méthodes, on va retrouver la fasciathérapie de Danny Bois, on va retrouver le rolfing, tout ce qui va être basé aussi sur la mobilisation des chaînes musculaires comme GDS ou Mézières. Toutes ces méthodes, elles sont d'accord sur un point, c'est unanime, c'est que le mouvement, c'est la santé. Et on parle pas que de l'aspect cardiovasculaire là, on parle aussi de nutrition des tissus. Par exemple, on a vu les protéoglycanes, vous vous souvenez, les molécules éponges qui permettent de nourrir le fascia, ça va être exactement le même principe pour le cartilage. Le cartilage, il contient aussi ces molécules éponges. Et du coup, quand vous allez le solliciter par des mouvements, ça va se comprimer, décomprimer et avoir un effet un peu comme une éponge, un peu comme une pompe. Avec un exemple de modèle articulaire, ça va être certainement plus parlant. Donc ici, c'est un genou. Là, vous avez une vision qui est latérale, c'est-à-dire que l'autre genou de la personne est quelque part de l'autre côté. Donc là, vous allez avoir le fémur qui va être l'os de la cuisse et on va regarder ce qui se passe au niveau du cartilage ici sous la rotule. Ce qui va se passer quand vous allez faire un mouvement avec une flexion de genou, donc plier le genou comme par exemple un squat ou une fente, c'est que du coup, la force ici qui va être appliquée, notamment en compression, va être supérieure. Donc dans cette position, la compression est importante. Et ici, quand je vais venir me relever, en étendant le genou, d'accord, hop là je vais avoir moins de compression. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que en bas, on a beaucoup de pression de la rotule sur le fémur, et en haut, beaucoup moins. Donc il va y avoir cet effet de pompe. Le modèle articulaire, il est réduit, entre guillemets, clarifié, au sens il y a vraiment que les os, les ligaments, là on voit les ménisques, mais il n'y a pas quelque chose qui est très important qui s'appelle la capsule articulaire. La capsule articulaire, c'est une sorte de sac fibreux qui est vraiment tout autour de la zone. Et qui contient notamment le liquide synovial. Le liquide synovial, c'est une sorte de lubrifiant, pas une sorte d'ailleurs, c'est un lubrifiant, et il est aussi bourré de nutriments. Pour résumer ce qui se passe avec un budget effets spéciaux de l'espace, on imagine toujours qu'il y a cette capsule articulaire, d'accord, cette espèce de sac avec du liquide un petit peu gras et plein de nutriments, et là on va toujours imaginer ce qui se passe au niveau microscopique à l'intérieur de ce cartilage sous la rotule ici. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, quand on va fléchir le genou, d'accord, quand on fléchit, c'est comme si on appuyait ici, d'accord, sur une éponge au niveau du cartilage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la compression qui va venir appuyer sur le cartilage. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va redresser tout ça, en relâchant, il y a du liquide qui va être absorbé et ça va permettre des échanges de nutriments. Donc on voit que les fascias, c'est quand même quelque chose de relativement complexe, mais par contre, il ne faut pas confondre les fascias et le travail sur les fascias.
Le travail sur les fascias, ça n'a rien de mystique et ça n'a rien non plus de nouveau. Le simple fait de bouger, travailler les fascias, que ce soit marcher, que ce soit courir, nager, faire des squats si vous faites de la musculation par exemple, ou n'importe quel autre mouvement de musculation d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est réservé à une élite mondiale, que ce soit sportive ou sociale. Sans faire exprès, vous avez déjà travaillé sur vos fascias en faisant des choses comme du stretching, des étirements par exemple. Le dernier rôle que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le rôle d'interaction entre les fascias et le psychisme. On l'a vu, le fascia est connecté au système nerveux central par la voie sensitive. On parle d'interaction parce que la tension psychique influence la tension mécanique des fascias et inversement. Dans le langage courant, on dit qu'on est tendu ou qu'on a des tensions. On a parlé des massages. Le massage, c'est un des moyens les plus efficaces et les plus anciennement utilisés pour soulager les tensions. Vous avez remarqué comment on sent après un massage? Physiquement, on a l'impression d'être un espèce de morceau de flan et psychologiquement, on a l'impression d'être comme Winnie, quoi, une espèce de redémarrage, tout va bien. En faisant des recherches sur le sujet des fascias, vous allez souvent tomber sur une expression de mémoire affective. Alors ça demande à être un peu approfondi par la science au niveau des mécanismes, mais globalement ce que ça veut dire c'est que les fascias ils auraient pas seulement un rôle de capteur-récepteur, mais aussi un côté historique, c'est-à-dire qu'il arrive à stocker l'historique. Finalement cette capacité à stocker les informations sensorielles, ça va avoir des implications dans le registre de la douleur. La douleur à la base c'est un signal électrique qui est capté par certains récepteurs qu'on appelle les nocicepteurs et qui est ensuite interprété par le cerveau. Nocicepteur, on parle de nociception pour parler de l'appareil qui capte la douleur. Nocere en latin, nuire, c'est la même racine que nocif. Alors il y a beaucoup d'idées reçues sur la douleur, du style par exemple pour avoir mal il faut forcément qu'un tissu soit endommagé. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc je ferai une vidéo complète sur la douleur parce que c'est un thème sur lequel les scientifiques sont même pas d'accord entre eux. Il y a juste un truc sur lequel ils sont d'accord, c'est que finalement on en est un peu à la préhistoire en termes de compréhension de la douleur. C'est-à-dire qu'on a mis par exemple en évidence certains récepteurs et certaines voies de captation et d'interprétation par le cerveau, mais il nous manque encore énormément d'éléments. Il y a beaucoup de suppositions, beaucoup plus que de preuves actuellement. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet, je vous conseille d'aller regarder le super documentaire d'Arte qui est disponible sur YouTube qui s'appelle Fascinant Fascia. Je mettrai le lien dans la description en bas. C'est vraiment quelque chose qui est très complet, qui interviewe beaucoup de spécialistes du domaine et vraiment ça permet de creuser le sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton en bas à droite. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Romain Prépa. Allez, je vous dis portez-vous bien et à bientôt.